La pluie était implacable, martelant l'asphalte vide de la D764 comme 1000 petits marteaux, frappant à un rythme que seule la nuit semblait comprendre. C'était le 15 mars, 3h17 du matin, quand la radio de la brigade de nuit crépita dans la voiture de la gendarmerie. Unité 08, on a un individu potentiellement en état altéré, marchant pieds nus sur la D764, près du kilomètre 27, direction Pontivy. Procédez avec prudence. Le policier Lionel Moreau expira lentement, les mains serrées sur le volant de la voiture, 22 ans de service, et il pensait avoir tout vu. Des gens dormant sur les bancs de la gare de Rennes, des ivrognes errant sans but dans les champs, des vieux en délire fuyant les maisons de retraite. Juste une autre intervention de routine, murmura-t-il, bien que ses yeux fatigués racontent une autre histoire. L'uniforme bleu marine était impeccable. La ceinture de service alignée comme toujours, pistolet, menottes, radio, lampe torche. Les réflexes de l'académie ne l'avaient jamais quitté, mais derrière la posture droite, il y avait un homme en déclin. Le mariage avec Claire se résumait à des silences. Sa fille, Juliette, le regardait à peine. Et la voix de Hugo, son ancien partenaire, résonnait dans les nuits comme un fantôme. 3 ans s'étaient écoulés depuis la fusillade dans une ruelle de Nantes. Hugo avait saigné là. Lionel était arrivé 5 minutes trop tard, après avoir secouru une dame tombée dans la neige, Madame Chastain. 5 minutes. Ce chiffre était un clou permanent dans son esprit. Alors que les essuie-glaces grinçaient contre la tempête, les pensées de Lionel tournaient en spirale. Claire dormait dans une chambre séparée depuis des semaines. Juliette, maintenant 16 ans, s'enfermait dans sa chambre avec des écouteurs et une tristesse qu'il ne savait nommer. Et Hugo. Hugo apparaissait dans ses rêves, toujours demandant une couverture, toujours attendant. Le panneau du kilomètre 27 brilla sous les phares. Lionel alluma les gyrophares, des lumières bleues traversèrent le brouillard et l'obscurité, peignant la route de tons artificiels. Et puis, il le vit. Un homme marchait lentement sur le bas-côté de la D764, les pas fermes, comme s'il savait exactement où il allait. Il ne titubait pas. Il ne criait pas. Il ne tremblait pas. Il portait juste une tunique blanche collée à son corps par la pluie. Les cheveux sombres coulaient sur son visage et ses pieds nus s'enfonçaient dans l'asphalte mouillé comme si le froid et le gravier n'existaient pas. L'instinct policier prit le dessus. Lionel se gara avec précision, pointant le faisceau de la lampe torche sur la silhouette. Il ouvrit la porte de la voiture et posa le pied sur la route, la pluie lui frappant le visage avec force. « Hé, arrêtez-vous tout de suite !» Sa voix coupa le bruit de la pluie et le grondement lointain des camions. L'homme s'arrêta, se tourna lentement, comme s'il s'attendait déjà à être interpellé. Et puis ça arriva. Le détail que Lionel répéterait dans son esprit les années suivantes. Le regard de cet homme croisa le sien, des yeux calmes, tellement profondément calmes que Lionel sentit les poils de sa nuque se hérisser. Il n'y avait ni peur, ni défi. Juste une paix qui semblait incongrue avec ce moment. Une paix qui n'appartenait pas à cet endroit. « Bonsoir, agent Moreau », dit l'étranger en portugais clair mais avec un léger accent étranger. Lionel se figea. La voix de l'homme était cristalline, même avec le fracas de la pluie. Mais ce qui le paralysa fut autre chose. Il n'avait pas dit son nom. L'insigne du gilet ne reflétait qu'un numéro. Même le nom de famille n'apparaissait pas clairement. Et pourtant, l'homme l'avait appelé par son nom, complet. « Vos papiers ?» demanda Lionel, reprenant son ton de flic. Une main sur la lampe torche, l'autre près de l'étui. « Qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez conscience du danger ?» L'homme esquissa un léger sourire, presque absent, comme si le chaos du monde ne le concernait pas. « Je n'ai pas de papier, mon nom et mon adresse n'ont pas d'importance. » Lionel plissa les yeux, un pas prudent. La pluie ruisselait sur sa casquette et les épaules de son lourd manteau. Aucun signe d'ivresse, aucun tremblement. Pupille normale. Posture ferme. Mais il y avait quelque chose de décalé. Comme si cet homme n'était pas seulement étrange, mais déconnecté de la réalité. Ou peut-être plus réel qu'elle. « Je vais devoir vous emmener », dit Lionel avec une froideur maîtrisée, « pour votre sécurité et celle des conducteurs. » L'homme acquiesça simplement, tendant les poignets sans résistance. Aucune excuse, aucune question, aucune fuite. L'acceptation tranquille de quelqu'un qui ne se considérait pas en danger. Alors que Lionel fermait les menottes,
Il remarqua les poignets. Il y avait des cicatrices là, des cicatrices circulaires, profondes, comme des marques de quelque chose qui avait percé la chair et laissé une trace. Des cicatrices qui n'avaient pas de sens. Il hésita, puis chassa cette pensée. « Vous n'avez pas froid ?» demanda-t-il, sans réfléchir. L'homme regarda le ciel et répondit simplement « Le froid est passager, comme tout. » Un éclair déchira l'horizon, éclairant un instant le paysage breton. Et à cet instant, quelque chose s'éveilla en Lionel. Pas la peur de l'homme, mais la peur de ce qu'il représentait. Dans la voiture, le silence était total. Lionel, trempé, alluma le chauffage et la radio centrale. Dans le rétroviseur, l'homme restait immobile. Les menottes scintillaient sous les reflets de la route. Il regardait par la fenêtre en silence, mais son expression n'était pas d'apathie, c'était de la compassion. Pour Lionel. Pendant un instant, le policier sentit que les rôles s'étaient inversés. C'était lui le prisonnier. Et c'était cet homme, pieds nus et yeux calmes, qui l'emmenait quelque part. Le commissariat de Rennes respirait encore au rythme nocturne quand la voiture de Lionel Moreau glissa silencieusement dans la cour mouillée. La pluie avait diminué, mais le ciel restait fermé, lourd, comme si l'aube hésitait à arriver. Il coupa le moteur, resta quelques secondes les yeux fermés, les mains fermes sur le volant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Puis, il regarda dans le rétroviseur. L'homme était toujours là, calme, menotté, avec sa tunique blanche maintenant tachée de boue sur les bords. Trempé, mais sans aucun frisson. Le regard vague, contemplatif, fixé sur un souvenir lointain. Lionel ouvrit la porte arrière et conduisit l'étranger à travers les couloirs éclairés par des lampes fluorescentes. Personne ne dit rien, mais les regards des collègues de nuit les suivirent en silence. Peut-être était-ce la tenue inhabituelle, peut-être la sérénité qui contrastait avec tous les détenus qui étaient passés par là. Mais quelque chose chez cet homme éveillait quelque chose d'ancestral chez les autres. Du respect, peut-être, ou de la crainte. « Salle 3 », murmura Lionel, conduisant l'étranger dans la petite pièce en béton, avec une table en métal entre deux chaises et une caméra dans le coin du plafond. La salle d'interrogatoire. L'endroit où les mensonges venaient à la surface, où la vérité avait l'habitude de saigner. L'homme s'assit sans qu'on le lui ordonne. Lionel l'observa quelques secondes avant de fermer la porte. Il enleva son manteau mouillé, le suspendit à la chaise opposée, passa la main sur son visage. Il tremblait encore légèrement et ce n'était pas à cause du froid. Il s'assit, il ouvrit le classeur, il alluma l'enregistreur. La routine était son bouclier. À date, 15 mars heure, 3h54, interrogatoire mené par l'agent Lionel Moreau, commissariat de Rennes. Sujet masculin, identité inconnue, trouvé marchant pieds nus sur la route D764. Il prit une profonde inspiration. Commençons. L'homme le regarda simplement, sans se presser, comme s'il écoutait une histoire racontée maintes fois auparavant. Nom complet? Les noms sont des étiquettes. Ils ne disent pas qui nous sommes vraiment. Lionel serra les lèvres. Il évita de lever les yeux au ciel. Il avait déjà eu affaire à des délires mystiques, des gens brisés, échappés d'hôpitaux psychiatriques. Mais il y avait quelque chose de différent dans ce cas. Le ton n'était pas théâtral, ce n'était pas évasif, c'était honnête, trop calme. Écoutez, j'ai besoin d'un nom pour les dossiers, une quelconque identification. Que dit votre cœur que je suis? La question tomba comme une pierre dans une flaque d'eau. Lionel cligna des yeux, stupéfait. Mon cœur n'interroge personne, répondit-il sèchement. Je suis les procédures. Vous l'avez fait taire il y a longtemps, n'est-ce pas? La phrase pénétra comme une flèche sans hâte. Lionel recula instinctivement sur sa chaise. Écoutez, si vous continuez ce genre de jeu, vous finirez détenu pour obstruction. Ce n'est pas un confessionnal. Il se pencha sur la table. Vous allez coopérer ou pas? Mais l'homme ne répondit pas. Il inclina simplement la tête légèrement, comme s'il voyait à travers Lionel. Parlez-moi de Hugo. Le nom tomba dans la pièce comme une explosion silencieuse. Lionel pâlit, les mots restèrent coincés dans sa gorge. Quoi? Hugo, votre partenaire, votre frère d'armes. Il est mort dans une ruelle à Nantes, il y a 3 ans. Vous n'étiez pas là. Vous êtes arrivé 5 minutes trop tard. Vous avez passé les 1000 derniers jours à croire que vous aviez échoué. La main de Lionel claqua contre la table. Comment savez-vous ça? Les yeux de l'homme restèrent fixés, sans peur, sans accusation.
J'étais là. Impossible, murmura Lionel, sentant sa gorge se serrer. Personne. Personne ne sait ça à part moi. L'homme ne répondit pas. Il attendit simplement. Lionel se leva, marcha jusqu'au coin de la pièce, respirant de manière irrégulière. Les mots de l'homme remuaient des portes verrouillées depuis longtemps. Il pensait avoir tout enterré. La nuit de la mort de Hugo, les pleurs étouffés dans les toilettes du commissariat, la colère devant le miroir. Mais tout revenait maintenant, avec du poids. « Vous ne savez pas ce qu'était cette nuit-là, » dit-il enfin, à voix basse. « J'ai choisi de m'arrêter pour aider une dame. L'ambulance tardait. Elle était en état de choc, allongée dans la neige. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. Et à cause de ça, Hugo est mort seul. » Silence. L'homme répondit simplement. « Madame Chastain, grand-mère de 3 enfants, si vous ne vous étiez pas arrêtée, elle serait morte cette nuit-là. Les petits-enfants auraient été envoyés à l'orphelinat, séparés, perdus, comme beaucoup. » Lionel se retourna lentement. « Comment connaissez-vous son nom ?» L'homme le regardait simplement. « Vous croyez avoir échoué, mais échouer, c'est ne pas aimer. Et cette nuit-là, Lionel, vous avez aimé. C'est pourquoi vous vivez. » La voix du policier faiblit. Il s'assit, enfouissant son visage dans ses mains. Pendant 3 ans, il avait porté cette culpabilité comme une sentence. Il n'en avait jamais parlé à Claire. Il n'avait jamais pleuré devant Juliette. Mais maintenant, là, dans cette salle froide, tout semblait céder. De l'autre côté du miroir, le sergent Duval observait en silence. J'avais suivi Lionel pendant de nombreuses années. Je ne l'avais jamais vu briser, même pas aux funérailles d'Hugo. « Ce type ne ressemble pas à un suspect », murmura-t-il à un collègue. « On dirait un miroir. » Dans la pièce, Lionel respirait difficilement et demanda, presque comme une supplication, « Qui es-tu » L'homme se pencha en avant, les menottes reposant sur la table. « Celui qui porte avec toi ce que tu ne peux plus supporter, celui qui n'est pas venu pour te juger, mais pour te libérer. » Lionel ne dit rien. Il pleura juste. Pour la première fois depuis des années, le silence de la pièce n'était plus oppressant. C'était un silence de naissance, de ruine, de soulagement. Et quand, finalement, il leva les yeux embués, il réalisa que cette nuit ne serait pas une nuit comme les autres. C'était le début de quelque chose qu'il n'avait pas encore de nom pour appeler. La maison des Moreau se trouvait dans un vieux quartier en périphérie de Rennes, où les façades de pierre cohabitaient avec de nouvelles rénovations qui tentaient de moderniser le passé sans l'effacer. C'était une maison à 2 étages, discrète, avec des fenêtres toujours fermées et un petit jardin devant la porte qui, depuis longtemps, n'était plus entretenu. La voiture de Lionel s'est garée devant le portail en fer. Le ciel commençait à s'éclaircir, mais la lumière ne semblait pas atteindre l'intérieur de cette maison. Il coupa le moteur, mais resta dans la voiture pendant des minutes. Ses doigts serraient le volant, comme s'il pouvait y trouver une force quelconque. Il était épuisé, et ce n'était pas seulement le corps. La nuit avait exposé des choses qu'il essayait d'enterrer depuis des années. La présence de l'homme, sa voix, ses mots, résonnaient encore dans son esprit comme une prière ancienne qu'il avait oublié comment réciter. Il prit une profonde inspiration, descendit de la voiture. La clé tourna dans la serrure avec le son sec habituel. Le grincement de la porte annonça son arrivée. À l'intérieur, le silence était dense, le genre de silence qui n'abrite pas mais accuse. Claire était dans la cuisine. Elle y était toujours, les matins où elle ne dormait pas, les cheveux attachés n'importe comment, les yeux cernés, la tasse de café oubliée dans la main. Quand elle le vit entrer, son corps se raidit simplement. « Encore à cette heure-ci » dit-elle sans regarder. Lionel ferma la porte avec précaution, accrocha son manteau mouillé au porte-manteau, avança lentement jusqu'au seuil de la cuisine. « Il y a eu un incident sur la route » expliqua-t-il d'une voix basse. « Il y a toujours un incident, n'est-ce pas ?» Claire se retourna. Elle s'affairait à la cafetière comme si c'était le cœur du monde. Il resta là, immobile, ne sachant quoi dire. Les mots les plus simples semblaient trop fragiles, et les plus profonds, trop lointains. « Claire ?» Elle l'interrompit, toujours de dos. « Je ne vais pas faire de scène. Je suis trop fatigué. Je voulais juste que, pour une fois, tu rentres à la maison, entier. » Il ne répondit pas. Regarda autour. La maison portait une tristesse concrète. Les photos poussiéreuses, les lettres non ouvertes sur la table, les chaises qui semblaient toujours inoccupées. Il monta les escaliers lentement.
Chaque marche résonnait comme une confession. Au bout du couloir, la porte de Juliette était entr'ouverte. Il jeta un coup d'œil. Sa fille était éveillée, assise sur le lit avec le téléphone sur les genoux et les yeux rouges d'insomnie, écouteurs aux oreilles. La lampe projetait une lumière ambrée sur les posters du mur, des groupes qu'il ne connaissait pas, des phrases en anglais, un collage de vieilles photos où il souriait encore à côté d'elle. Lionel frappa doucement à la porte. « Je peux ?» Juliette ne répondit pas. Elle enleva juste un des écouteurs. « Il est 6 heures du matin. »« Je sais. Tu es encore rentré tard. » Il est entré, s'asseyant au bord du lit avec la même prudence que quelqu'un qui marche sur de la glace fine. « Je t'ai réveillé ?»« Non, j'étais déjà réveillé. » Comme presque toujours. Lionel a avalé difficilement. Il voulait poser tant de questions. Si elle allait bien, si elle peignait encore, si elle traînait avec les mêmes amis. Mais tout semblait trop tard. Il avait construit tant de murs entre eux qu'il ne savait plus où se trouvait la porte. Je voulais. Il a commencé, mais sa voix affaiblit. Je voulais t'écouter. Juliette l'a regardé pendant une seconde entière. Maintenant, il a hoché la tête. Seulement maintenant. Les mots ont coupé plus que des cris, mais elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste remis ses écouteurs et tourné la tête de côté, comme quelqu'un qui se protège de la pluie en fermant les yeux. Lionel est resté là, ne sachant pas s'il devait se lever ou rester, jusqu'à ce qu'il murmure « Je suis désolé », et il est sorti. Dans la salle de bain du rez-de-chaussée, il s'est lavé le visage lentement. Il a regardé le miroir. Il ne se voyait plus comme avant. Le reflet qui le fixait était celui d'un homme étrange, avec des yeux marqués par trop de nuit et trop peu de mots. « Je suis celui qui porte avec toi ce que tu ne peux plus supporter. » Les mots de l'étranger résonnaient comme un coup de cloche. Dans le salon, Claire était assise avec la même tasse qu'avant. Lionel s'est approché à pas lents. « On a encore une chance. » Elle a levé les yeux, surprise par la question. Pour la première fois depuis longtemps, elle a vu quelque chose de différent sur le visage de son mari. Ce n'était pas de la fatigue, ce n'était pas de la culpabilité, c'était de la vulnérabilité. Une chance de quoi, Lionel? De revenir en arrière? De faire semblant qu'on ne s'est pas perdu? Non, une chance d'être nouveau, même avec les mêmes blessures. Claire a détourné le regard. Le mur entre eux était là, mais pour la première fois depuis des années, elle a senti un côté s'effondrer. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Quelque chose que je ne sais pas expliquer. Elle a pris une profonde inspiration, fermé les yeux, puis elle a dit « Alors explique avec le silence, mais reste, s'il te plaît, reste juste aujourd'hui. » Lionel a hoché la tête. Il s'est assis à côté d'elle, juste assis, côte à côte, sans mots. Deux âmes pleines de fissures. Mais, pour un bref instant, respirant le même air. Ce matin-là, le soleil a enfin percé entre les nuages de Bretagne. Mais à l'intérieur de la maison des Moreau, c'était encore l'hiver. Seulement quelque chose avait changé. Peut-être le vent, peut-être la terre sous les pieds, peut-être le cœur d'un homme qui commençait, très lentement, à se souvenir de ce que c'était d'aimer. L'horloge marquait 22h17, quand Lionel est retourné au commissariat. Le service de nuit commençait, mais pour lui c'était comme si la journée n'était pas terminée. Depuis la nuit précédente, depuis la rencontre sur la route, le temps semblait s'être replié sur lui-même. Une courbe invisible entre passé et présent, culpabilité et rédemption. La ville de Rennes continuait avec son bruit habituel. Klaxons, sirènes, pas pressés sur le trottoir de la rue Saint-Michel, mais en lui, quelque chose avait ralenti. Comme si tout était devenu plus clair et en même temps plus incertain. L'homme en tunique blanche restait détenu. Aucun document, aucun casier judiciaire, aucune donnée dans le système national, empreinte digitale propre. Pas de casier, pas de nom, rien. Un fantôme juridique, mais pas un fou, pas un désorienté. Lionel savait reconnaître le brouillard du délire, et cet homme marchait avec lucidité, parlait avec précision, regardait avec un type de connaissance qu'aucune fiche technique ne pouvait contenir. Dans la salle de surveillance, le sergent Duval croisa les bras devant les écrans. « Tu comptes lui reparler ?» demanda-t-il d'une voix grave et sceptique. Lionel hocha la tête. « Oui. Tu sais qu'on peut demander une évaluation psychiatrique. Ce genre de type apparaît parfois. Les hôpitaux sont toujours pleins. Il pourrait être juste un de plus. » « Il n'est pas juste un de plus, Duval. »
Le sergent fronça les sourcils. Pourquoi? Lionel regarda l'écran. L'homme était assis dans la cellule d'observation. Même là, entouré de barreaux et de béton, il semblait libre, comme si les murs ne l'affectaient pas. Il était immobile, mais pas inerte. La tête légèrement inclinée, les yeux fixés sur quelque chose au-delà de la pièce. Parce qu'il me connaît, d'une manière que personne ne devrait. Duval n'insista pas. Il secoua simplement la tête lentement. Juste, fais attention. Il y a des blessures qui, une fois ouvertes, ne se referment pas de la même manière. Lionel descendit au sous-sol. Chaque pas dans le couloir glacé résonnait comme un écho dans sa propre poitrine. La porte métallique se referma derrière lui avec un bruit sourd. Dans la salle d'interrogatoire, l'homme était déjà assis, comme s'il l'attendait. « Bonsoir, Lionel, dit-il, avant que Lionel ne puisse même prendre une profonde inspiration. « Bonsoir, répondit-il, presque dans un murmure. Il s'assit en face. Cette fois, il n'ouvrit pas de dossier, n'alluma pas l'enregistreur. Ce n'était plus une procédure, c'était autre chose. Quelque chose de plus intime et, d'une certaine manière, de plus dangereux. « Pourquoi es-tu encore ici ?» L'homme leva légèrement les sourcils, comme s'il ne comprenait pas la question. « Tu aurais pu t'enfuir. Personne ne comprendrait. Personne ne saurait. Tu disparaîtrais comme tu es arrivé. Je suis exactement là où je devrais être. » Lionel se pencha un peu, les yeux fixés dans ceux de l'autre. « Qui es-tu » L'homme se contenta de rendre le regard. Sans arrogance, sans hâte. « Que dit ton cœur » Lionel recula sur sa chaise, impatient. « Pourquoi continues-tu avec ces réponses? Ce n'est pas un jeu ici. J'ai besoin de faits. J'ai besoin de noms. J'ai besoin d'un motif. Et si les faits étaient insuffisants? Et si le nom n'expliquait rien? Et si le motif, c'était toi ?» Le silence s'installa entre eux. Lionel serra les poings. Il était habitué à contrôler la conversation, à dominer l'espace. Mais là, maintenant, il se sentait nu, exposé. Comme si c'était lui qui était menotté, et non l'homme en face de lui. « Tu parles comme si tu savais tout de moi, » dit-il enfin d'un ton plus bas. « Mais personne ne sait tout sur quelqu'un, ni ma femme, ni ma fille. Personne ne sait ce que j'ai gardé. » L'homme se pencha un peu. « Alors dis-le-moi. » Lionel resta silencieux. « Parle, » répéta l'homme. « Pas pour moi, pour toi-même. » Les yeux du policier se remplirent, mais il résista. Pendant quelques secondes, il mordit ses lèvres avec force. Puis il parla. « Je meurs un peu chaque fois que je vois Juliette m'ignorer. Elle fait semblant de ne rien ressentir. Mais c'est juste une défense. Elle ressent tout, et elle ressent seule. Et moi, je me cache derrière le travail, derrière l'uniforme, derrière la fonction. Mais la vérité, c'est que je ne sais plus être père. Je ne sais plus être mari. Hugo était le seul qui me voyait. Il me rappelait qui j'étais. L'homme écoutait comme on écoute une vieille musique, avec révérence. Et tu as cessé de te voir. » Lionel hocha la tête, les yeux vitreux. Les mots sortaient comme des fragments. « Je suis devenu un étranger dans ma propre vie. Et quand je t'ai trouvé sur la route, sous cette pluie, j'ai pensé que tu étais juste un fou de plus. Mais quand il a dit mon nom, Il s'est tu. Le nœud dans la gorge a empêché le reste. » L'homme a regardé les menottes à ses poignets et a dit, d'une voix presque liturgique, « La vérité n'atteint que ceux qui sont prêts à être atteints. » Lionel a pris une grande inspiration. « Dis ton nom. » « Je l'ai déjà dit. C'est toi qui ne l'as pas encore entendu. »« Dis-le. » L'homme a incliné la tête, ses yeux maintenant plus tendres qu'avant. « Je suis celui qui a marché avec toi cette nuit sombre de ta culpabilité. Celui qui t'a vu pleurer dans les toilettes du commissariat. Celui qui ne s'est jamais éloigné même quand tu t'es éloigné de toi-même. C'est impossible. C'est improbable, » a-t-il corrigé avec un léger sourire, mais pas impossible. Lionel s'est levé, chancelant. « Tu veux que je croie que tu es ?» L'homme est resté silencieux, et dans ce silence il y avait quelque chose d'inexplicable, une sorte d'assentiment, une réponse qui ne se disait pas avec des mots. « Jésus ?» a murmuré Lionel presque avec colère. « Tu veux que je croie que c'est lui ?» L'homme n'a rien dit, mais ses yeux, pour la première fois, semblaient contenir le poids de tous les siècles, comme s'ils avaient tout vu. Tous, depuis toujours. « Pourquoi? Pourquoi moi ?» a dit Lionel, la voix vacillante. « Parce que tu as atteint la limite de ce que tu pouvais supporter seul. »
Lionel s'est effondré sur la chaise, sans force. « Que veux-tu de moi? Que tu arrêtes de fuir. Que tu retournes là où l'amour t'attend encore. » Le policier l'a regardé comme un enfant perdu, regarde sa maison après longtemps. L'horloge au mur indiquait 23h03, et pour la première fois depuis qu'il était entré dans cette salle, Lionel savait qu'il n'interrogeait plus personne. C'était lui qui était interrogé, pas avec des mots, mais avec amour. L'horloge dans la salle d'interrogatoire indiquait 3h17 du matin quand Lionel s'en est rendu compte. La même heure. L'heure exacte à laquelle, 3 ans plus tôt, Hugo avait expiré dans une ruelle de Nantes, les yeux ouverts vers le ciel nocturne et les mains ensanglantées agrippant la vie qui s'échappait entre ses doigts. C'était toujours à cette heure que Lionel se réveillait, sans réveil, sans bruit extérieur. C'était comme si le temps lui-même l'appelait, comme si la plainte d'Hugo continuait d'échoer dans la nuit, intacte. Maintenant, assis devant cet homme silencieux, l'heure se répétait avec une précision implacable. Mais ce qui résonnait n'était pas seulement un souvenir, c'était une présence. L'air semblait plus dense. Le néon de la lampe vacillait avec une fréquence étrange, comme si l'électricité savait qu'il y avait quelque chose d'anormal. Le corps même de Lionel réagissait comme on réagit au sacré, avec révérence et crainte, même sans comprendre pourquoi. « Dis-moi » a chuchoté Lionel, la voix rauque. « Tu étais là ?»« Oui » a répondu l'homme sans hésitation. « Aux 2 endroits. »« Comment ça ?»« Dans la ruelle. Et avec Madame Chastain, quand tu l'as couverte avec le manteau. Quand ton choix a empêché qu'une vie meure seule, et que 3 enfants deviennent orphelins de tout. » Lionel a baissé les yeux. Le souvenir de cette femme tombée dans le froid, les yeux écarquillés et les lèvres bleuies, revenait maintenant avec force. Elle tenait un cadre photo dans son sac, une vieille photo avec 3 petits-enfants. Il n'a jamais su ce qui s'est passé ensuite. Il était juste retourné à la base, trop tard. Hugo était déjà parti, et la culpabilité s'était installée comme une seconde peau. « Je n'ai jamais raconté ça à personne », a-t-il murmuré. « Ni à Claire, ni à Juliette. Même dans le rapport, je n'ai pas écrit la raison du retard. J'avais honte. » « La honte et le silence de la vérité pas encore accueillis, » dit l'homme. Lionel le regarda, sans comprendre. « Tu portes ce fardeau comme si la douleur était une dette qui ne peut jamais être payée. Mais si je te disais que cette douleur n'est pas une punition, qu'elle est une graine de quoi? De transformation. » Lionel prit une grande inspiration. Il y avait tant à dire et, en même temps, tout semblait futile face à ce regard. Il voulait se lever, partir, fumer une cigarette, détourner le regard, mais il ne pouvait pas. C'était comme s'il était maintenu là, non par obligation, mais par nécessité. « Alors, » commença-t-il, hésitant, « je n'ai pas échoué. Tu as aimé. Et aimer, Lionel, c'est toujours un risque. » Silence. Puis l'homme continua. « Tu penses que ton absence a tué Hugo, mais Hugo a choisi d'être là, il savait, il avait confiance en toi. Et il avait aussi confiance en quelque chose de plus grand que toi. Mais il est mort. Oui. » L'homme baissa les yeux. « Et j'étais avec lui à son dernier souffle. Il n'est pas mort de peur. Il est mort avec gratitude, parce qu'il connaissait ton cœur. Et il ne t'a jamais blâmé, pas une seconde. » Les larmes coulèrent des yeux de Lionel sans résistance. Il n'avait pas pleuré ainsi depuis l'enfance, ni à l'enterrement, ni quand Juliette est née, ni quand Claire a dit à voix basse qu'elle ne le reconnaissait plus. « Je suis devenu quelqu'un d'autre, » murmura-t-il. « Tu es devenu un homme caché derrière la culpabilité. Mais tu es toujours là, Lionel, celui qui riait avec Hugo pendant les gardes de nuit, celui qui tenait Juliette dans ses bras et inventait des histoires, celui qui embrassait Claire dans la cuisine avant le travail. » Lionel secoua la tête. « Je ne sais pas si je peux redevenir cet homme. » « Tu n'as pas besoin de revenir. Tu dois renaître. » Les yeux de l'homme étaient aussi embués. Pas de douleur, mais d'une compassion presque insupportable à affronter. C'était comme être regardé par quelqu'un qui le connaissait avant sa première larme. « Pourquoi maintenant ?» demanda Lionel. « Pourquoi après tout ce temps ?» L'homme répondit simplement « Parce que tu es enfin fatigué de fuir. » À ce moment-là, quelque chose se brisa en lui. Ce n'était pas du bruit, c'était une absence de résistance. Lionel tomba à genoux sur le sol de la salle. Ses mains tremblaient, son cœur faisait mal. Ce n'était pas du regret,
C'était une sorte d'accouchement, de libération, comme si le poids qu'il portait sur ses épaules était enfin retiré, non par force, mais par abandon. « Je ne suis pas digne », dit-il en pleurant. L'homme toujours menotté se leva et s'agenouilla à côté de lui. Sans rien dire, il posa simplement ses mains sur les épaules de Lionel. Le geste était aussi léger que définitif. La dignité n'est pas une conquête, c'est une origine. Tu es né digne. Le policier pleurait ouvertement maintenant. Il ne se souciait pas des caméras, des rapports, des réputations. Pour la première fois, il n'était pas l'agent Moreau, il était juste Lionel. Un homme brisé qui acceptait enfin de ne pas avoir à se réparer seul. « Pardonne-moi » murmura-t-il. « C'est déjà fait » dit l'homme, comme s'il avait entendu cette demande depuis des siècles. Ils restèrent ainsi pendant de longues minutes. Deux hommes agenouillés dans une salle froide en béton, l'un avec des menottes, l'autre avec le cœur à nu. Quand Lionel leva les yeux, quelque chose avait changé. La douleur était toujours là, mais elle n'était plus le centre. C'était un souvenir, et un souvenir peut être un hôtel. À l'étage, le sergent Duval regardait la scène, les yeux écarquillés. Le son était coupé. Il ne pouvait que voir. Mais ce qu'il voyait était inexplicable. « Il est à genoux », dit-il à voix basse. « Le suspect ?»« Non. » Lionel. Duval s'éloigna de la vitre avec un nœud dans la gorge. Jamais en toutes ses années de service, il n'avait vu quelque chose comme ça. Ce n'était pas une reddition, c'était une rencontre. Et ça le rendait inquiet. Parce qu'au fond, il souhaitait la même chose. Dans la cellule, des heures plus tard, Lionel revint avec une couverture. L'homme était allongé sur le banc, les yeux fermés, le visage serein. Il ne semblait pas avoir dormi. Il semblait en paix. Lionel déposa la couverture sur lui avec précaution et murmura « Merci ». Il se retourna pour partir. Mais avant de franchir la porte de fer, il entendit la voix basse derrière lui. « Je serai avec toi quand tu parleras à Juliette, quand tu toucheras la main de Claire sans culpabilité, quand tu rentreras chez toi et sauras que tu n'as plus besoin de tout porter seul. » Lionel acquiesça sans regarder en arrière. « Je sais. » Et il partit. Cette nuit-là, 3h17 n'était plus l'heure de la mort. C'était l'heure de la révélation. Et la révélation était simple et profonde. La culpabilité peut être pardonnée, et le pardon peut commencer de l'intérieur. Le soleil commençait à peine à dorer les toits de Rennes quand Lionel retourna dans la salle d'interrogatoire. Il avait quitté la cellule il y a peu pour prendre un café rapide et organiser en vain ses pensées. Le silence en lui n'était pas vide. C'était un champ labouré. Quelque chose avait été enlevé, quelque chose planté. Il monta les escaliers lentement, traversant le couloir où les pas de tant de détenus avaient résonné au fil des ans. Mais rien là-bas ne semblait pareil. Les murs semblaient moins solides, les objets moins permanents. Tout avait pris une autre densité depuis cette nuit-là. Il portait avec lui une petite enveloppe marron où il avait écrit à la main un résumé de ce dont il se souvenait de la conversation avec l'homme en tunique blanche. Pas pour les archives de la police, c'était pour lui, un enregistrement personnel, une encre pour ce qu'il avait vécu là, au cas où, dans les jours suivants, il douterait que cela s'était vraiment passé. Il s'arrêta devant la porte métallique de la salle 3. Il prit une profonde inspiration. Il tourna la poignée. Le son qui vint en poussant la porte n'était pas celui d'une nouvelle rencontre, c'était celui de l'absence. La chaise du suspect était vide, les menottes reposées sur la table, ouvertes, comme si elles n'avaient jamais été fermées. « Non », murmura Lionel, comme si le mot pouvait altérer la réalité. Il entra, les yeux balayant l'espace. Il vérifia le coin de la salle, derrière la porte, sous la table. Rien. L'air semblait trop léger. « Duval !» cria-t-il, sortant précipitamment. Le sergent arriva du fond du couloir avec un dossier à la main. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Il a disparu. »« Qui ?»« L'homme. Celui de la route. » Duval fronça les sourcils. « Quel homme, Lionel ?»« Celui que j'ai amené hier, 3h du matin. Tu as toi-même autorisé l'entrée dans la salle d'interrogatoire. Il a été enregistré, même sans papier. »« Lionel. » Duval baissa le ton. « Tu es arrivé hier vers 4h. Tu étais épuisé. Tu as dit que tu avais besoin de temps seul. La salle de surveillance te montre entrant seul dans cette salle.
Tu y es resté presque 1 heure, en train de parler, mais avec personne. Lionel regarda son collègue comme s'il écoutait une trahison cosmique. C'est impossible, je l'ai vu. J'ai parlé avec lui. Il a parlé de Hugo, de Juliette, de tout ce que je cache depuis des années. Duval s'approcha, essayant d'être gentil. Depuis combien de jours tu ne dors pas? As-tu pensé à une aide professionnelle? Ce n'était pas un effondrement, coupa Lionel, la voix tendue. Ce n'était pas une crise. Il était là, il savait. Duval hésita, puis dit avec précaution, « La seule chose que nous avons trouvée dans la salle, c'est ça. » Il tendit un papier plié, un simple billet laissé sur la table, sous les menottes. Lionel le prit avec des mains tremblantes. Le papier était épais, d'une texture ancienne. L'écriture, fluide, ferme, comme si elle avait été dessinée par quelqu'un qui écrivait plus avec le cœur qu'avec la main. « Que la paix soit avec toi, Lionel Moreau. Hugo est en paix. Et toi aussi tu le seras. La cellule où tu t'es enfermé pendant tant d'années est ouverte. Aujourd'hui, je t'ai remis la clé. Utilise-la. » Les mots furent comme un souffle. Lionel sentit le sol vaciller sous ses pieds. Le billet n'avait pas de date, pas de signature, mais il portait une présence indéniable, le même poids silencieux qu'il avait ressenti cette nuit-là face à ce regard qui connaissait ses os de l'intérieur. « Tu as vu quelqu'un d'autre entrer dans cette salle ?» demanda-t-il sans quitter le papier des yeux. Duval secoua la tête. « Non, et les caméras ne montrent rien d'autre que toi. » Lionel ferma les yeux. Un silence plein de sens l'enveloppa. Il n'avait pas besoin des caméras. Il savait. Il sortit du commissariat sans réfléchir, le manteau encore ouvert, le visage encore mouillé, bien que la pluie ait cessé depuis des heures. Il marcha dans les rues étroites du vieux centre, entre les ruelles pavées, les façades du XIXe siècle, les cafés ouvrant leurs fenêtres pour le nouveau jour. Mais pour lui, ce n'était pas juste un nouveau jour, c'était un autre temps. Il prit la voiture. Il conduisit jusqu'à chez lui. Claire était dans le salon, assise, lisant le journal qu'elle ne lisait plus. Quand elle le vit entrer, elle sentit quelque chose en elle frémir. Lionel s'agenouilla devant elle, sans dire un mot. Il sortit le billet de sa poche et le tendit. Elle le lut, avec précaution, puis regarda son visage. « C'est... de qui ?» Lionel hésita. « De quelqu'un que j'ai menotté, et qui, au fond, m'a libéré. » Elle ne comprit pas. Pas encore. Mais il y avait quelque chose sur le visage de son mari qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Un genre de vérité qui n'avait pas besoin d'être expliquée. Il prit ses mains entre les siennes. « Pardonne-moi de m'être caché derrière le silence. » Claire ne répondit pas immédiatement, mais ses yeux se remplirent de larmes. Et cela suffisait. Des heures plus tard, Lionel monta les escaliers. Juliette était assise au bord du lit, les écouteurs sur les genoux. Il frappa. « Je peux ?» Elle hésita, puis acquiesça. Il entra et s'assit par terre, en face d'elle. « Je voulais te dire que... je sais que j'ai été absent. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Je me suis enfermé dans un endroit où je pensais me protéger, mais je me perdais juste. » Juliette le regardait, sans ironie, sans barrière. « Je ne veux pas me justifier, dit-il. Je veux juste changer. Et si tu le permets, je voudrais commencer par écouter. » Elle mordit sa lèvre inférieure, puis dit à voix basse, « Je pensais que tu ne voyais plus personne ici à la maison, juste le miroir. » Il acquiesça. « Je pensais ça aussi. Mais maintenant, je veux voir à nouveau. » Elle ne sourit pas, mais ne détourna pas le regard. Et ça, à ce moment-là, c'était plus que ce qu'il pouvait demander. Cette nuit-là, Lionel ne se réveilla pas à 3h17. Il dormit comme il n'avait pas dormi depuis des années. Et quand il se réveilla, il se sentait plus léger, pas comme quelqu'un qui a oublié ce qu'il a vécu, mais comme quelqu'un qui, enfin, a pu arrêter de tout porter seul. L'homme de la route avait disparu, mais sa présence était plus visible que jamais. La cellule était vide, mais à l'intérieur de Lionel, la prison s'était enfin ouverte. Et à l'extérieur, il y avait un chemin. La maison de Lionel Moreau avait toujours été silencieuse, mais pas le genre de silence qui accueille. C'était un silence dur, de portes fermées, de vaisselle lavée sans conversation, de couloirs qui résonnaient de pas solitaires. Un silence de mur, pas d'abri. Le matin suivant la disparition de l'homme de la cellule, le silence est resté.
Mais il avait changé de ton. C'était un autre. Il n'y avait plus le poids de ce qui n'était pas dit. Il n'y avait que l'espace, réel, tangible, pour que quelque chose de nouveau puisse être dit, ou juste ressenti. Lionel s'est réveillé avec le son du soleil entrant par les fenêtres. L'horloge affichait 7h42. Il s'étira comme quelqu'un qui revient d'un endroit profond et familier, mais oublié. Il toucha le drap. Le drap ne portait plus le froid de la solitude. Pour la première fois depuis des années, il avait dormi profondément, sans sursaut, sans se réveiller à 3h17, sans le fantôme de Hugo murmurant des appels à l'aide de l'autre côté de la mémoire. Il s'habilla calmement, descendit les escaliers. Claire était dans la cuisine. Elle se tourna lentement quand elle le vit, mais elle ne dit rien. Elle se contenta de l'observer avec des yeux qui, pour la première fois depuis longtemps, n'étaient pas armés. Il s'approcha, pas avec précipitation, pas avec culpabilité, avec révérence. « Je peux te prendre dans mes bras ?» demanda-t-il, presque comme un adolescent, comme quelqu'un demandant la permission de revenir exister dans le cœur de l'autre. Claire hésita, puis elle acquiesça d'un mouvement presque imperceptible de la tête. Lionel l'enveloppa de ses bras, avec force, avec vérité, comme si c'était là son premier geste de foi après des années d'exil. « Je t'aime, plus que je n'ai été capable de le montrer, » dit-il, la voix étranglée. « J'ai été absent, froid, et j'ai essayé de me protéger en m'éloignant, mais je n'ai fait que m'enfoncer. Et aujourd'hui je veux juste être ici, présent, me tromper avec toi, t'aimer avec toi, respirer avec toi. » Claire ferma les yeux. Une larme coula, silencieuse. Elle ne dit rien. Elle garda juste ses bras autour de son mari. Ce n'était pas encore une réconciliation, mais c'était un premier geste, et parfois un geste vaut plus que des promesses. Après l'étreinte, ils s'assirent à la table. La lumière du matin entrait par la fenêtre traçant le sol de jaune. Le café refroidissait lentement, le pain restait intact, mais il y avait quelque chose là, invisible, et pourtant plus réel que les objets. « Qu'est-ce qui s'est passé hier ?» demanda-t-elle après un moment. Lionel mit du temps à répondre. Quelque chose d'impossible à expliquer, mais impossible à oublier. Elle acquiesça comme quelqu'un qui comprend l'inexplicable. Puis vint le son le plus redouté, des pas à l'étage. Puis, la porte. Juliette. L'adolescente descendit les escaliers avec son téléphone à la main et le regard encore à moitié fermé. Elle portait le sweat à capuche qu'elle utilisait presque comme une armure, les cheveux attachés n'importe comment. En voyant ses parents assis à la table, ensemble vraiment, elle s'arrêta un instant. Lionel se leva. « Juliette », dit-il doucement. Elle resta immobile, se contentant de l'observer. Elle ne fuyait plus du regard. Il fit un pas en avant. « Hier, tu m'as entendu demander pardon et je te remercie pour ça. Mais aujourd'hui, je voulais t'écouter. » Elle plissa les yeux. « M'écouter ? Oui. Dis-moi comment c'est, comment tu vas, ce que tu ressens, ce que je t'ai fait. Je peux encaisser. J'ai besoin de savoir. » Claire resta silencieuse, mais tout son corps se tourna vers sa fille. Juliette, pendant un moment, regarda les deux. Il y avait une sorte de peur sur son visage, la peur que tout soit éphémère, faux, répété, la peur de la déception. La peur que les ados portent quand ils ont déjà été blessés par l'absence. « Je me suis sentie invisible pendant longtemps, » dit-elle enfin. La voix basse, comme si elle révélait un vieux secret. C'était comme si je disparaissais, personne ne le remarquerait. Que je pouvais crier sans son et pourtant vous ne m'entendriez pas. Et parfois, je pensais que je méritais ça. Claire mit la main sur sa bouche, comme pour empêcher ses propres larmes. Lionel avala ses larmes et répondit avec soin. « Aucune fille ne mérite le silence d'un père. Et si tu t'es sentie invisible, c'est parce que je me suis caché. Pardonne-moi. » Juliette ne répondit pas. Mais elle ne s'enfuit pas non plus. Elle laissa son téléphone sur la table et s'assit. C'était suffisant. L'après-midi arriva comme un léger soupir. Lionel proposa une promenade. Quelque chose de simple, un geste. « Et si on allait au cimetière ?» demanda-t-il. Je voulais rendre visite à Hugo. Claire acquiesça. Juliette, surprise aussi. Sur le chemin du cimetière de Saint-Laurent, dans le nord de la ville,
Le silence était différent. C'était un silence peuplé, comme si chacun des trois portait trop de mots, mais pour la première fois savait qu'il n'avait pas besoin de se presser. La voiture s'arrêta devant le portail en fer. Lionel marcha avec un petit bouquet à la main. Devant la tombe d'Hugo, les lettres sur le marbre étaient encore propres. Quelqu'un, peut-être sa mère, prenait soin de l'endroit avec délicatesse. Lionel s'agenouilla. Il toucha la pierre tombale avec des doigts tremblants. « Frère », murmura-t-il, « j'ai mis du temps, mais je suis venu. Et aujourd'hui, je ne porte plus de honte. Je porte de la nostalgie et un peu de paix. Merci de m'avoir fait confiance jusqu'à la fin, et pardonne-moi d'avoir tant douté de l'amour que tu avais pour moi. » Claire posa une fleur sur la tombe. Juliette resta silencieuse, mais elle tenait la main de son père. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Le vent souffla doucement. Pas de mystique, pas de lumière divine. Juste un instant de vérité. Ce soir-là, ils cuisinèrent ensemble. Claire coupait des légumes, riant des tentatives maladroites de Lionel avec le couteau. Juliette parlait de l'école, d'une nouvelle amie, d'une chanson qu'elle avait aimée. Le dîner fut simple. Soupe, pain et petite confession autour de la table. Avant de manger, Lionel fit quelque chose d'impensable. « Puis-je faire une prière ?» Claire et Juliette se regardèrent. Puis, elles acquiescèrent. Il baissa la tête. « Merci. De m'avoir brisé, de m'avoir trouvé, de m'avoir rendu à elle. Amen. » Il n'y eut pas de miracle visible cette nuit-là. Mais, dans le cœur de cette maison, quelque chose avait été restauré. La foi, peut-être, ou le simple désir de recommencer. Et cela, en soi, était un miracle suffisant. Le printemps s'insinuait lentement sur Rennes. Les rues portaient encore l'humidité de l'hiver. Mais les premiers bourgeons commençaient à vaincre le gris. Dans les parcs, des jonquilles timides apparaissaient entre les fissures. Les oiseaux revenaient en silence, comme si la ville réapprenait aussi à respirer. Le dimanche matin, Lionel Moreau se réveilla avant l'alarme. Il s'habilla lentement, choisit une chemise propre, se rasa avec attention. Dans le miroir, son propre visage le regardait avec étrangeté, comme s'il était un autre homme. Mais ce n'était pas un étranger, c'était une retrouvaille. Dans le salon, Claire mettait de l'eau à bouillir. Les cheveux encore mouillés, les yeux calmes. Elle ne demanda rien. Il a juste souri avec douceur. La complicité qui avait autrefois existé entre eux revenait maintenant, comme quelqu'un qui retrouve sa maison après un long exil. Juliette est descendue peu après, somnolente mais éveillée, sans écouteurs. Elle s'est assise à la table avec eux. Ils ont pris le café ensemble, en silence. Mais un bon silence, un silence plein. « On y va ?» a demandé Lionel. Enfin, les deux ont acquiescé. Ils sont sortis tous les trois dans la vieille voiture, qui a grincé un peu en démarrant, comme si elle était elle aussi appelée à une nouvelle vie. Le cimetière de l'Est, l'un des plus anciens de la ville, reposait entre de grands arbres et des chemins de pierre. C'était un lieu de repos et de mémoire, où des noms anciens dormaient sous la mousse et le temps. Lionel connaissait bien le chemin jusqu'à la tombe d'Hugo. Il venait là presque chaque année, seul, toujours à la même heure, toujours avec le même sentiment de dette. Mais ce matin-là, en franchissant les portes de fer, il n'avait plus de dette. Il apportait des fleurs et autre chose plus rare, la paix. Les trois ont marché entre les tombes jusqu'à une rangée discrète, à l'ombre d'un vieux cyprès. La pierre tombale était simple. Hugo Baptiste, 1979-2020, fidèle jusqu'à la fin. Lionel s'est agenouillé. Il a déposé les fleurs, un bouquet de lavande et de chrysanthèmes, avec soin sur le marbre froid. Il a touché les lettres du bout des doigts, comme si c'étaient de vieilles blessures, maintenant cicatrisées. « Frère », a-t-il murmuré, « pour la première fois, je viens ici sans poids sur le cœur. Je viens pour t'honorer et te remercier, pour avoir eu confiance en moi jusqu'au dernier moment, pour avoir été mon miroir quand je ne savais plus qui j'étais, et pour être resté présent, même après que j'ai cessé de te chercher. » Claire s'est agenouillée à côté de lui, posant une main sur le dos de son mari. Juliette, à quelques pas, observait en silence. Elle n'avait jamais bien connu Hugo. Elle n'avait que 13 ans quand il est mort. Mais elle se souvenait de l'odeur de café qu'il apportait les après-midi où il venait, de la façon dont il appelait Lionel, mon vieux, avec tendresse. « Il t'a attendu jusqu'à la fin, » a dit Claire doucement. « Il savait que tu viendrais.
Lionel a acquiescé, les yeux embués. Et maintenant je suis venu, entier, pas comme quelqu'un qui porte la culpabilité, mais comme quelqu'un qui s'en libère. Ils sont restés en silence pendant quelques minutes. Le vent soufflait légèrement entre les tombes. Un groupe de feuilles sèches dansait sur l'allée, comme des enfants courant en secret. Lionel s'est levé lentement. Il a regardé autour de lui. Le cimetière, pour lui, avait toujours été un lieu de perte. Mais maintenant, il ressemblait à un jardin. Pas de mort, mais de promesses. En sortant, le trio a marché parmi les vieilles pierres tombales, aux dates effacées et aux noms oubliés. Claire s'est arrêtée devant une tombe couverte de lierre. Elle a lu à voix basse l'épitaphe « Ici repose celui qui aimait en silence ». Celui qui aimait en silence. Elle a souri avec tendresse. « Ça te ressemble », a-t-elle dit en regardant Lionel. Il a ri. Et pendant un instant, il a ri comme avant. Comme l'homme qu'elle avait connu, qui savait rire sans peur de se briser. « Oui », a-t-il répondu. « Mais je crois que maintenant je veux apprendre à aimer à voix haute. » Juliette, quelques pas devant, s'est retournée en entendant cela. Elle n'a rien dit, mais il y avait dans ses yeux quelque chose de nouveau. Un type d'admiration discrète. Un type d'espoir. Sur le chemin du retour, la voiture avançait lentement le long des rives de la Vilaine, où des familles se promenaient déjà sous le ciel clair. Les ponts de pierre se reflétaient dans l'eau comme des cadres d'un tableau qui insistait à rester. Lionel conduisait sans se presser. Il ne voulait pas arriver. Il voulait prolonger ce moment de plénitude qui, même fragile, semblait éternel. Claire regardait par la fenêtre. Juliette écoutait la conversation de ses parents avec une attention discrète, et Lionel pensait « Comment une seule présence peut-elle tout changer ?» La réponse venait sans mots, c'était comme l'odeur de la terre mouillée après la pluie, comme la lumière qui traverse les nuages sans bruit, comme le souvenir d'une étreinte qu'on reçoit avant même de l'offrir. En arrivant à la maison, Claire se dirigea vers sa chambre. Juliette monta à la sienne. Lionel resta à l'entrée regardant le petit jardin de devant. Mauvaises herbes, terre sèche. Mais entre les pierres, un timide bourgeon de fleurs commençait à percer le sol. Il s'agenouilla devant lui. Il sourit. Bienvenue. C'est alors qu'il remarqua. Il y avait quelque chose accroché à la clôture basse, une bande de tissu blanc. Accrochée par le vent ou par des mains invisibles, elle était fine, longue et semblait familière. Tremblant, Lionel la retira. C'était une partie d'une tunique, déchirée. Il la serra contre sa poitrine et ferma les yeux. Cette nuit-là, il rêva de l'homme de la route, mais il n'y avait pas de pluie, pas de menottes, pas de cellules, juste un long chemin entre les arbres, et lui marchant à ses côtés, tous deux en silence, tous deux souriants, sans culpabilité, sans hâte, sans peur. Il n'y eut pas d'annonce, pas de discours, pas de reportage, pas de célébration. Le changement commença par de petits gestes, et presque personne ne remarqua, du moins au début, que l'agent Lionel Moreau du commissariat central de Rennes n'était plus le même homme qui patrouillait les rues quelques mois auparavant. Lors de sa première garde après son retour officiel, Lionel arriva avant l'heure, comme toujours. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa façon d'entrer. Les épaules non plus courbées, l'uniforme porté sans rigidité, le regard calme, attentif. Il était toujours ferme, toujours policier, mais il n'était plus le même. Les collègues le remarquèrent. « C'est moi ou Moreau sourit ?» murmura l'un des plus jeunes, surpris de le voir saluer l'équipe de nettoyage par leur nom. Duval observait de loin, toujours sceptique, mais maintenant silencieusement admiratif. Il savait ce que Lionel avait affronté. Ou plutôt, il savait qu'il ne savait pas, et c'est pourquoi il respectait. Lors de la première nuit de patrouille avec un nouveau partenaire, Lionel monta dans la voiture et engagea la conversation non pas avec des phrases opérationnelles, mais avec des questions humaines. « T'as une famille, Thomas ?» Le jeune policier fut surpris. Ce n'était pas le genre de question qu'il attendait du vétéran, mais il répondit. Et, pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il n'y avait pas juste un uniforme à côté de lui, c'était un homme. Cette semaine-là, ils furent appelés pour un cas de routine. Adolescent disparu à Maurepas, quartier sensible de la périphérie Est. La mère, une femme épuisée aux yeux inquiets, disait que son fils Malik n'était pas rentré depuis 3 jours. Il avait 15 ans. Vu pour la dernière fois avec un groupe connu pour recruter des jeunes pour le trafic,
Lionel s'assit à côté d'elle, dans le salon étouffant du petit appartement. « Je vous promets, je vais le retrouver. » Elle le regarda avec incrédulité. « Tous les policiers disent ça. »« Peut-être, » répondit Lionel, « mais tous les policiers n'ont pas perdu un ami pour être arrivés 5 minutes en retard. Je ne perds plus de temps. » La femme le fixa, puis pleura. Au lieu d'approches agressives, Lionel chercha les adolescents du quartier. Il ne les interrogea pas. Il ne les accusa pas. Il s'est juste approché. Il s'est assis sur les murs où il fumait. Il a discuté. « Je sais ce que c'est de grandir sans père. Je sais ce que c'est de sentir que le monde ne te voit pas, » a-t-il dit à l'un d'eux. Un maigre appelé Ryan, connu pour fuir tout ce qui ressemblait à de l'autorité. Mais il y a des choix qui semblent être de la liberté et qui ne te mènent qu'à des chaînes plus dures. Ryan a ri, essayant de se moquer. « Tu vas me faire un sermon d'église maintenant ?»« Non, » a répondu Lionel. « Je dis juste que moi aussi j'ai voulu abandonner, mais quelqu'un m'en a empêché, et je suis là à cause de ça. » Le rire du garçon s'est éteint dans sa gorge. Cette même nuit, Malik a été retrouvé, caché dans un entrepôt abandonné, effrayé de sortir, menacé par d'autres jeunes plus âgés. Lionel est entré seul. Il a parlé avec lui pendant 20 minutes avant de le convaincre de sortir. Quand Malik a vu sa mère à la porte du commissariat, il a couru dans ses bras comme s'il était encore enfant. De l'autre côté de la rue, Ryan regardait, et quelque chose, même petit, a changé sur son visage. Les jours ont passé. Les cas ont continué. La ville suivait son rythme, ses douleurs, ses longues nuits. Mais maintenant, là où Lionel passait, il y avait autre chose. Les mères venaient remercier. Les jeunes regardaient avec un respect discret, sans idolâtrie, mais avec quelque chose de rare, la confiance. Lors d'une opération délicate impliquant un cas de violence domestique, Lionel a parlé avec l'agresseur, un homme à la voix tremblante et aux yeux explosifs. Avant de le menotter, il a demandé « Quand as-tu pleuré pour la dernière fois ?» L'homme a hésité, puis il est tombé assis par terre, et il a pleuré. Il n'y a pas eu de résistance, juste un début de reddition. Aux messes dominicales de l'église Saint-Sauveur, un vieux prêtre a commencé à parler de changement. Il y a une nouvelle lumière sur cette ville, et elle vient de lieux inattendus, des coins de rue, des uniformes, des cœurs qui étaient autrefois de pierre. Dans la dernière rangée de la nef, Claire et Juliette écoutaient en silence, Lionel à côté d'elle, les yeux baissés, les doigts entrelacés avec ceux de sa femme. Il ne se levait jamais, ne disait jamais un mot. Mais sa présence là était le sermon le plus vrai. Un samedi après-midi, au marché de la rue de la Monnaie, alors qu'il achetait des fruits avec Juliette, une vieille dame l'a abordé. « Monsieur Moreau ». Il s'est retourné. « Oui ?»« Je m'appelle Sakina Chastain. Vous m'avez sauvé cette nuit-là. Quand j'ai eu un malaise dans le froid. » Il s'est figé. Elle a ouvert un sourire ému. « Un homme étrange est passé ici hier. Il m'a demandé si je me souvenais de vous. Il a dit qu'il vous devait la vie. Il a dit que mes petits-enfants ont grandi ensemble grâce à votre choix. Il ressemblait. » Elle a hésité, au dessin de Jésus sur les vitraux de mon enfance. Lionel a senti le monde tourner lentement. « Et qu'a-t-il dit d'autre ?»« Juste ça, que vous aviez été pardonné, et que vous étiez prêt. » Elle a tenu sa main un instant, et elle est partie. Juliette, à côté, est restée silencieuse. Lionel l'a regardée. « Tu vois, parfois, même les miracles laissent des témoins. » Cette nuit-là, assis sur le canapé avec Claire et Juliette endormies à ses côtés, Lionel a regardé le ciel par la fenêtre. Aucune étoile ne brillait. Mais il savait. La lumière était à l'intérieur de la ville, à l'intérieur de sa maison, à l'intérieur de lui. Et là où il y a de la lumière, même peu, les ténèbres ne peuvent plus prétendre être tout. 2 ans après cette nuit sur la D764, Rennes n'était plus la même. Pas parce que des miracles visibles s'étaient produits. Il n'y avait pas de gros titres, de lumière dans le ciel ou de témoignages religieux répandus dans la presse. La ville restait avec ses trottoirs humides, ses marchés de rue, ses étudiants pressés et ses cafés bondés à la tombée de la nuit. Elle restait humaine, imparfaite, bruyante, contradictoire. Mais dans les interstices, quelque chose avait changé. Et tout avait commencé avec un homme marchant sous la pluie. Ce jour-là, la salle paroissiale de l'église Saint-Sauveur était pleine.
Chaises organisées en rangées, une petite scène improvisée, un micro simple, une bannière qui disait « Rencontre communautaire pour une ville plus humaine ». Rencontre communautaire pour une ville plus humaine. L'événement réunissait des habitants du centre, des immigrants du quartier de Villejean, des commerçants du marché des Lys, de jeunes bénévoles, des travailleurs sociaux et quelques policiers. Un effort commun d'écoute, d'accueil et de prévention. Non par la force, mais par la présence. Sur scène, attendant son tour, se tenait Lionel Moreau. Uniforme bien repassé, mains entrelacées, le regard tranquille, mais chargé d'une profondeur qui attirait même ceux qui n'avaient jamais parlé avec lui. Claire et Juliette étaient au premier rang, assises côte à côte. Claire tenait la main de sa fille. L'adolescence de Juliette avait cédé la place à une sérénité nouvellement découverte. Elle luttait encore contre ses insécurités, ses propres ombres, mais elle savait maintenant qu'elle ne marchait pas seule. Lionel prit une profonde inspiration quand on appela son nom. Il monta sur scène sans se presser. La salle se tut, pas parce qu'ils attendaient un discours éloquent, mais parce que sa présence portait une vérité qui n'avait pas besoin d'être annoncée. Il ajusta le micro. « Bonjour à tous. » Voix calme, ferme, humaine. « Je m'appelle Lionel Moreau. Je suis policier depuis plus de 20 ans et pendant longtemps, j'ai porté une armure, pas l'uniforme. Celui-là, je le portais par devoir. L'armure était autre, invisible, faite de culpabilité, de peur et de silence. Quelques visages se levèrent, d'autres inclinèrent la tête. Je croyais que être fort signifiait ne pas montrer de faiblesse, ne pas montrer de douleur, ne pas demander d'aide. Et cela a failli détruire ma famille, a failli me détruire. Il s'arrêta, regardait Claire et Juliette, puis continua. Mais un jour, il hésita, choisissant ses mots avec soin. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un sur la route, quelqu'un qui marchait seul comme moi. Et cette personne m'a demandé non pas qui j'étais au travail, non pas qui je prétendais être devant les autres, mais qui mon cœur disait que j'étais. Silence. Lionel sourit, mais c'était un sourire triste et beau, comme celui de quelqu'un qui comprend enfin une blessure. Cette rencontre a tout changé. Je n'expliquerai pas, je ne saurais pas expliquer. Je peux seulement dire que ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Mais ce n'était pas ma force, c'était ma prison. Les gens écoutaient, silencieux. Lionel continua. Depuis lors, je vois la ville autrement. Chaque jeune qui se perd dans les rues de Maurepas. Chaque enfant qui grandit sans un adulte pour l'écouter. Chaque personne âgée qui croit être devenue un poids. Chaque femme qui craint de rentrer chez elle. Je les vois. Et je me vois aussi. Et c'est pourquoi j'ai choisi. Il fit une pause, cherchant à nouveau son souffle. J'ai choisi d'être un homme présent, un homme qui écoute, un homme qui reconnaît sa propre fragilité, et pour cela, respecte la fragilité des autres. Ryan, maintenant âgé de 18 ans, volontaire dans un programme pour jeunes à risque, était assis au deuxième rang. C'est lui qui a commencé à applaudir en premier, tout doucement, presque imperceptiblement. « Je ne suis pas un héros, » dit Lionel. « J'ai juste été trouvé avant qu'il ne soit trop tard. Et si mon histoire peut toucher ne serait-ce qu'une seule personne ici, alors ça en valait la peine. » Les applaudissements qui ont suivi étaient spontanés, sans euphorie. Un applaudissement doux, comme si le public craignait de briser la délicatesse de cet instant. Quand l'événement s'est terminé, les gens se sont approchés pour lui parler. Une mère voulait le remercier pour un geste dont il ne se souvenait même pas. Un jeune a demandé des conseils pour entrer dans la police. Un immigrant syrien a raconté qu'il avait vu quelques semaines auparavant un homme en tunique blanche aider une mendiante sur le quai du Gué-Trouin et voulait savoir si Lionel l'avait aussi vu. Lionel a simplement souri. « Oui, je l'ai déjà rencontré. » Le gars voulait en savoir plus, mais Lionel a juste posé la main sur son épaule. Il apparaît quand il le faut, et jamais quand on s'y attend. Dehors, à la sortie de l'église, le crépuscule peignait reine de tons cuivrés. Les lumières commençaient à s'allumer sur les ponts, se reflétant dans la Vilaine. Lionel marchait avec Claire et Juliette quand il a senti quelque chose dans l'air. Un mouvement léger, un silence soudain, un pressentiment ancien, pas de peur mais de reconnaissance. Il s'est arrêté, il a regardé de l'autre côté de la rue, et il a vu. Pendant un instant qui pouvait être une seconde ou une éternité, une silhouette marchait parmi les ombres du crépuscule. Une tunique claire, simple, se mouvait avec la brise. Le visage était indistinct,
comme si la lumière l'embrassait trop pour être compris. Mais les yeux l'ont trouvé. Claire a suivi le regard de son mari. « Tu vois quelqu'un ?» Lionel a souri, toujours fixé sur la silhouette. « Oui. » Juliette a pris son bras. « C'est qui ?» Il a pris une profonde inspiration. Mais quand il a regardé à nouveau, la silhouette n'était plus là. La rue était vide. Le vent continuait. Le monde continuait. Lionel a alors répondu à sa fille, « Quelqu'un qui m'a appris à voir. » Ils sont rentrés chez eux en marchant lentement, côte à côte. Aucune musique ne jouait. Aucun mot urgent n'avait besoin d'être dit. Juste des pas partagés, une respiration en synchronie. La vraie vie, simple, fragile, précieuse. En traversant le pont sur la rivière, Lionel a senti quelque chose dans la poche de sa veste. Il a mis la main et y a trouvé un pétale blanc, doux, parfumé, venu de nulle part. Il l'a tenu un instant, puis a laissé le vent l'emporter. Le pétale a dansé sur l'eau, tournoyant, flottant, suivant le mouvement de la vilaine comme s'il suivait son propre appel silencieux. Lionel a fermé les yeux et a souri, parce qu'il savait, avec une certitude qui n'avait pas besoin de preuves, que cette présence ne le quitterait jamais, que l'appel n'était pas terminé, que la mission n'était pas extraordinaire, elle était humaine, elle était quotidienne, elle était simplement aimée, un pas à la fois, un visage à la fois, une réconciliation à la fois. Et ainsi, tandis que le vent emportait le pétale, Lionel Moreau marchait, non plus sous la pluie de la culpabilité, mais sous la lumière tranquille de la grâce. Son travail ne faisait que commencer. Son cœur, enfin, était chez lui.